Nous allons donc cet après-midi confronter des points de vue étrangers sur l'idée de solidarité. Il ne s'agit pas de chercher à toute force la traduction ou la possibilité d'exportation du concept, mais plutôt d'examiner les échos que cette notion peut avoir. Je remercie très chaleureusement mes collègues du collège Anne Cheng et Jean-Noël Robert d'avoir bien voulu participer à venir s'égarer parmi les juristes. Et j'étais aussi très reconnaissant à Charles Malamud de sa contribution à ce colloque. Alors, il tenait beaucoup à venir, mais il a dû subir une petite opération chirurgicale qui fait qu'il n'est pas là, mais il a rédigé son texte et je vais avoir la tâche redoutable pour tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre quelquefois une conférence de Charles Malamud. Vous allez perdre énormément, mais j'ai son texte et donc il sera présent parmi nous par ma voix. Donc, je passe la parole tout de suite à Anne, si vous... Bien, merci à Alain Supiot de m'avoir convié dans ce cénacle de juristes qui m'oblige effectivement à approcher une tribu dont je ne fais pas partie. Et merci également à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, malgré le temps merveilleux qui règne dehors. À votre place, si je n'étais pas obligée d'être ici, je serais en train de me promener. Merci également à Alain Supiot d'avoir eu la volonté d'ouvrir l'horizon donc bien au-delà de l'Europe. Et j'ai donc la tâche assez redoutable d'ouvrir donc ce bal exotique avec donc quelques réflexions sur la Chine. Alors, je pense que chronologiquement, l'Inde aurait dû passer en premier, d'autant plus que l'intitulé de ce colloque est Avatar de la solidarité. Voilà, alors donc nous allons passer à un autre jargon. Ce matin, nous avons eu un jargon donc juridique, théologique, économique, sociologique, et maintenant, à l'heure de la sieste, vous allez avoir droit donc à une petite leçon de chinois. Alors, je commencerai par vous dire que cette notion de solidarité, je vais essayer de l'aborder à partir de la Chine classique et prémoderne, et cela, ça fait partie véritablement de mes convictions profondes, et c'est au fondement de l'enseignement que je dispense ici au Collège de France. Comprendre la vision donc de la Chine classique et prémoderne est tout à fait pertinent pour comprendre donc beaucoup d'aspects donc de la situation actuelle en Chine. Alors, cette notion de solidarité, je propose de l'aborder sous trois aspects qui, comme vous le verrez, tissent des relations aussi bien horizontales que verticales. Alors, au fondement de la conception traditionnelle chinoise se trouve une conception qu'on a pris l'habitude de qualifier de confucéenne et qui correspond donc à cette notion d'une solidarité en quelque sorte horizontale, du vivre ensemble humain et sociopolitique. Alors, vous avez dans les entretiens de Confucius
Je rappelle donc que Confucius est un personnage qui a beaucoup compté dans la culture chinoise, qui est une sorte de figure fondatrice même de la culture chinoise, qui a vécu au 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne. Donc, dans ces entretiens de Confucius, que je me trouve avoir traduit en français, vous avez cette phrase très connue qui dit « À l'intérieur des 4 mers », c'est-à-dire donc à l'intérieur du monde connu, du monde humain, tous sont frères. Tous ont des relations donc de frères aînés et de frères cadets. Alors, il y a là une manière... Alors, je m'interromps juste 2 secondes parce que je n'ai pas eu le temps de parler aux interprètes. J'espère que le rythme va bien. Oui, bon, bien. Merci à eux en tout cas et bravo pour le travail qu'ils font, hein, vraiment. Donc, de passer justement d'un jargon à l'autre comme ça, c'est pas facile. Alors, donc, dans cette phrase se trouve résumée, au fond, la notion d'une solidarité donc des êtres humains qui forment donc une sorte de communauté. Et pour désigner donc cette solidarité, vous trouvez donc un mot qui revient très fréquemment dans les entretiens de Confucius et que vous avez ici donc tout en haut. Qui est donc le mot que l'on prononce en chinois contemporain, Ren, transcrit R-E-N. Alors, du coup, j'ai des réflexions sur le renne du Père Noël ou le rein, enfin bon, mais ici, donc, il s'agit de Ren. La graphie donc de ce caractère, et c'est pour cela que je vous inflige donc certaines graphies parce que on peut comprendre certaines choses en observant donc la graphie des caractères, même si les explications sont quelquefois assez fantaisistes du point de vue étymologique, mais les Chinois et les lettrés chinois ont toujours beaucoup aimé jouer avec la graphie donc des caractères. Alors vous avez ici donc un caractère qui est composé donc d'une racine ici qui est sur la partie gauche du caractère et qui prise isolément désigne donc l'être humain. Et puis donc vous avez l'autre partie qui consiste tout simplement en 2 traits. Et donc, on pourrait voir dans ce caractère l'idée que, au fond, l'humanité se construit donc dans la relation à 2, non pas dans une sorte d'isolement psychologique, individualisant, mais l'humanité se construit justement dans la relation humaine. Alors, ce caractère désignait à l'origine, dans les sources anciennes, la bienveillance du prince vis-à-vis donc de ses sujets, de ses ministres, de ses subalternes. Et de toute évidence, dans le vocabulaire des entretiens de Confucius, ce mot prend un sens plus général pour désigner justement ce sentiment de solidarité que nous ressentons vis-à-vis de nos semblables humains, du fait que nous vivons ensemble. Et là, je viens de citer donc la phrase d'un commentateur du XIe siècle qui dit bien ce que veut dire ce caractère Ren. C'est justement cette solidarité entre humains du fait que nous vivons ensemble. Et dans les entretiens donc, de Confucius, ce caractère Ren est explicité de manière très intéressante par un autre mot qui est ce 2e terme que vous avez ici sur la diapositive,
qui se prononce donc en chinois actuel shou. Alors là aussi, on peut effectivement partir de la graphie du caractère pour imaginer donc une explication. Vous avez donc dans la partie haute du caractère ces deux éléments qui, mis ensemble, établissent une équivalence entre deux termes. C'est un petit peu comme le signe égal entre deux termes. Et en dessous, vous avez la partie radicale qui vous donne un petit peu le champ sémantique du mot en question et qui désigne le cœur. Donc, on peut imaginer que ce terme met en quelque sorte en équivalence donc deux cœurs. Et Confucius, donc, quand on lui demande ce qu'il entend par jeune, il dit en fait ce qui permet de comprendre cette notion de jeune, c'est ça, c'est ce terme de shu, qui permet justement à n'importe quel être humain de se mettre à la place d'un autre être humain et donc de connaître ses aspirations, ses désirs, ses attentes à partir justement des siens propres. Donc c'est bien une sorte de mise en équivalence que nous pourrions comprendre comme une sorte de réciprocité. Alors, quand on dit réciprocité, surtout dans le contexte de notre République jacobine française, on comprend tout de suite égalité. Mais alors là, il faut bien comprendre que réciprocité ne veut pas dire égalité, puisque, au contraire, la réciprocité maintient et entretient donc la relation hiérarchique entre le prince et le sujet, entre le père et le fils, entre le mari et la femme, entre le fils aîné et le fils cadet, etc. Donc, nous avons ici un modèle donc, de relation humaine et sociale qui est de type organiciste, c'est-à-dire que, au fond, le modèle implicite, c'est celui du corps. On parle bien du corps sociopolitique, avec donc une tête toujours unique et les membres en dessous, qui sont dirigés par la tête et qui savent chacun exactement quoi faire. Il n'y a pas besoin qu'on leur dicte quoi faire, donc ils savent naturellement quel est leur rôle dans le fonctionnement justement de ce corps. Alors, ce qui ne manque jamais de me frapper, et encore une fois, ce matin, donc, en écoutant justement la tribu des juristes, historiens et autres donc, sociologues, c'est l'absence d'un modèle qui nous apparaîtrait comme proprement politique, comme c'est le cas, semblerait-il d'emblée, donc dans le droit romain. Donc, nous avons ici, au contraire, l'image justement d'un corps qui fonctionne en principe de manière harmonieuse, mais une harmonie qui est au fond fondée sur une hiérarchie. Alors, quand on parle donc de la solidarité humaine dans ces termes-là, on ne peut pas éviter donc d'en venir directement justement à la question du ritualisme. C'est-à-dire que dans les entretiens de Confucius, vous verrez tout de suite que cette notion de solidarité humaine est étroitement associée donc aux relations rituelles. Alors, les relations rituelles, ça n'est pas simplement, comme l'explique Confucius, donc des relations d'ordre purement religieux, c'est-à-dire qui relient donc l'humain à quelque chose de supra-humain, mais ça peut être aussi quelque chose qui relie les humains entre eux. Donc, on pourrait dire que Confucius, d'une certaine façon, applique au corps humain
ce que donc le religieux établit donc entre l'humain et ce qu'il y a au-dessus de l'humain. Et c'est ainsi donc que vous avez également donc des prescriptions rituelles qui concernent la relation justement de l'humain et des ressources naturelles environnementales. Vous avez donc dans les sources anciennes donc des chapitres entiers, des traités entiers qui sont consacrés donc à la manière justement de chasser ou de pêcher, de puiser dans les ressources naturelles, mais de manière modérée. Par exemple en évitant justement de tuer donc les oiseaux dans leur nid ou de chasser donc des biches qui sont grosses pour justement parvenir à maintenir donc un équilibre des ressources et une sorte d'harmonie donc entre l'humain et les ressources sur lesquelles il vit. Alors, l'alternative, je suis obligée d'aller très vite, donc l'alternative à cette conception dite confucéenne est une conception qui s'est élevée et qui s'est construite contre justement cette vision confucéenne, c'est cette conception qu'on a appelée légiste. Alors, non pas ni juridique ni légaliste, mais légiste, du fait que c'est une conception de la gestion du corps sociopolitique, non pas en fonction justement de la relation humaine, mais en fonction de la force de la loi, et notamment de la loi pénale. Alors, cette conception est apparue donc aux alentours des 4e, 3e siècles avant l'ère chrétienne, et comme je l'ai dit, elle s'est véritablement construite contre donc la conception confucéenne qui, elle, est plutôt fondée sur l'humain. Et il y a donc dans cette conception légiste donc un principe qu'on a appelé donc le principe de la solidarité pénale, en vertu de laquelle donc la sanction pour certains crimes graves ne se limitait pas donc à un individu, c'est-à-dire donc à celui qui avait commis effectivement le crime, mais qui pouvait être, la sanction pouvait être étendue donc aux membres de sa famille ou aux membres de son voisinage, ou même dans le cas donc de quelqu'un engagé donc dans la bureaucratie officielle, pouvait être étendu donc à ses supérieurs ou ses subordonnés, ou même à ceux qui l'avaient donc recommandé donc à son poste. Donc là, vous avez une autre conception d'une solidarité humaine, mais qui est une solidarité pénale, donc aux yeux de la loi. Et alors, vous avez donc, dès l'Antiquité pré-impériale chinoise, et quand je parle d'Antiquité pré-impériale, je parle de la période qui a précédé donc l'unification de l'espace chinois dans un premier empire centralisé, donc en 221 avant l'ère chrétienne. Donc nous sommes au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc quand je parle d'antiquité pré-impériale, je parle de la période qui précède. Et dans cette période antique est déjà apparu un débat entre confucéens et légistes sur le cas de figure donc d'un fils dont le père a commis donc un crime. Là, enfin, dans les entretiens de Confucius, c'est un père qui a volé un mouton. Et donc là, vous avez en fait deux réactions possibles. Soit donc une sanction
contre le père, du fait que le fils aura dénoncé son père donc devant la loi, hein. Ou alors le fils peut également donc faire preuve de piété filiale, hein, c'est-à-dire être véritablement loyal à son père en ne le dénonçant pas, c'est-à-dire finalement en le couvrant. Et donc là, c'est ce petit passage des entretiens de Confucius déclenche tout un débat justement sur justement ce choix cornélien au fond entre finalement la piété filiale, c'est-à-dire l'attachement. On parlait ce matin justement du lien de sang, hein, donc soit c'est ça qui prévaut, soit c'est donc la loyauté donc au prince et à la loi. Alors d'où l'idée justement qui s'est fait jour avec l'établissement du premier empire centralisé, de la figure donc du prince comme le père du peuple. Et on pourrait dire même, dans certains textes, il est question de père et de mère du peuple. Alors ça nous rappelle quelque chose dans notre modernité donc, du XXe siècle. Hein. Staline était évidemment, se qualifiait comme le petit père des peuples. Et en Chine, actuellement, vous retrouvez aussi donc, cette idée que donc, les dirigeants doivent se comporter un petit peu comme des pères, hein, ou des chefs de famille pour donc les citoyens. C'est ainsi que au moment des grands tremblements de terre dans le Sichuan il y a quelque temps, donc on a vu le Premier ministre Wen Jiabao donc apparaître devant toutes les caméras, donc avec donc ce comportement extrêmement protecteur et paternel, voire paternaliste. Alors, donc cette conception horizontale, en quelque sorte, de la solidarité humaine va de pair avec une façon d'habiter le monde, pour reprendre une expression de Heidegger, mais enfin même si je ne suis pas heideggerienne pour un sou. Donc cette conception horizontale va de pair avec une façon d'habiter le monde qui règle la vie de la communauté humaine dans son environnement naturel. Et comme je pense que beaucoup d'entre vous le savez, il y a une notion donc dans la pensée traditionnelle chinoise qui est tout à fait centrale et omniprésente, c'est cette fameuse notion donc de qi ici. Donc vous avez en troisième position ici. Et que on retrouve quelquefois dans la transcription japonaise justement de ki, hein, ki ou qi, le chi ou l'énergie vitale, hein, qui en fait anime tous les êtres. Hein. Donc il y a ici en fait une sorte de pan-vitalisme qui assure justement cette solidarité entre l'humain et son environnement, hein, et qui se trouve formalisé dans une conception alors verticale, en quelque sorte, de ce que certains ont appelé la solidarité anthropo-cosmique, hein, c'est-à-dire tout simplement une solidarité entre l'homme, hein, l'humain, et le cosmos. Qui se traduit donc classiquement donc, dans les sources chinoises par cette, j'oserais pas parler de trinité, mais peut-être de triade, hein, du ciel, de la terre et de l'homme. En chinois, donc, Tian Di Ren. Et dans les sources classiques, vous trouvez donc cette triade du ciel, de la terre et de l'homme, hein, explicitée dans ces termes, c'est-à-dire que le ciel recouvre, hein, la terre porte, hein, et l'homme parachève donc
le travail donc du ciel et de la terre. Donc vous voyez la place tout à fait prééminente qui est donnée à l'humain donc dans ce schéma cosmique. Et pour corroborer justement ce schéma donc de solidarité verticale, vous avez là aussi une explication bien sûr fantaisiste, mais non moins parlante, de ce caractère ici, le dernier sur la diapositive, qui désigne donc le roi. Et les traits chinois se sont plu à voir dans la graphie donc, de ce caractère donc les trois traits, ces trois traits horizontaux qui représentent donc soi-disant le ciel en haut, la terre en bas, l'homme au milieu et le roi, c'est-à-dire le souverain, qui représente donc l'axe vertical ou une sorte d'axis mundi qui relie donc les trois ordres cosmiques. Donc cette solidarité verticale donc, qui unit à travers justement cette notion d'énergie vitale qui anime aussi bien le ciel, la terre que l'homme, cette solidarité verticale se traduit encore aujourd'hui dans certaines pratiques et dans certaines manières de concevoir le monde que on connaît bien même dans les milieux occidentaux. On connaît ça à travers justement les médias et puis les pratiques aussi qui sont devenues très, très, très à la mode. Je pense que vous avez tous entendu parler donc de médecine chinoise traditionnelle, où donc sont utilisées toutes sortes de ressources animales et minérales pour l'entretien justement de cette énergie vitale. Vous avez sans doute tous entendu parler aussi du Tai Chi Chuan, c'est-à-dire cette sorte de gymnastique chinoise donc, qui entretient justement l'énergie et plus généralement toutes les formes de pratique justement de la respiration et de cette énergie. Vous avez tous entendu parler aussi du Feng Shui, que probablement vous avez plutôt entendu prononcer Feng Shui ou quelque chose comme ça, qui est donc ces pratiques, enfin qui correspond à ces pratiques géomantiques, où même un businessman chinois actuel, quand il veut faire construire un bâtiment, donc commencera par consulter donc le géomancien pour savoir comment orienter donc le bâtiment, etc. Alors, pour terminer et justement assurer la transition donc avec mon collègue Jean-Noël Robert donc sur le Japon, je terminerai donc sur une citation d'un texte du XIe siècle qu'on appelle l'inscription de l'Ouest, et qui chante justement cette unité donc anthropocosmique où l'homme et le monde forment littéralement un seul corps, et on pourrait là reprendre justement la fameuse formule latine donc in solidum, et qui donne en fait une sorte de synthèse d'une pensée confucéenne mais marquée par le bouddhisme. Je vous lis cette inscription de l'Ouest. Le ciel, c'est mon père. La terre, c'est ma mère. Et moi, être insignifiant, je trouve ma place au milieu d'eux. Ce qui remplit le ciel-terre fait corps avec moi. Ce qui régit le ciel-terre participe de la même nature que moi. Tout homme est mon frère, tout être mon compagnon. Le souverain suprême est le fils aîné de mon père et de ma mère,
et les grands ministres sont ses serviteurs. Ayez respect pour les anciens, de manière à traiter les plus âgés comme ils devraient l'être. Ayez amour pour les orphelins et les faibles, de manière à traiter les plus jeunes comme ils devraient l'être. Le sage suprême est celui dont la vertu ne fait qu'un avec celle du ciel-terre. L'homme de valeur est celui qui surpasse les autres. Tous ceux dans le monde qui sont fatigués, infirmes, mutilés, malades, ceux qui sont esseulés, après avoir perdu frères, enfants, épouses, maris, tous sont mes frères, eux qui dans l'adversité ne savent vers qui se tourner. Richesse, honneur, bienfaits et largesse m'assurent la prospérité dans la vie. Pauvreté, basse condition, soucis et chagrins me portent vers l'accomplissement personnel. Dans la vie, je suivrai et servirai le ciel-terre, qui sont donc mon père et ma mère, et dans la mort, je serai ainsi en paix. Donc, vous avez dans ce texte, donc, comme je disais, cette magnifique synthèse entre la pensée traditionnelle confucéenne et l'apport bouddhique venu de l'Inde, qui chante une nouvelle fois donc cette conception chinoise d'une solidarité donc holistique, hein, c'est-à-dire donc qui forme un tout. Et on pourrait dire, pour conclure, que au fond, ça n'est que la modernité de type occidental, introduite en Chine à partir du XIXe siècle, qui introduit en même temps donc le principe de différenciation. Mais cela, je le laisse donc à la discussion finale. Et je vous remercie de votre attention. Merci.